Bonsoir à toutes et toutes, bienvenue sur le talk de France Info, 18h-19h, une heure d'émission depuis notre adorable petit studio du troisième étage de la maison de la radio à Paris. Bienvenue à vous aussi, bien sûr, sur le chat. Salut Woog, pardon, salut Adadi, salut Olympe, salut Rome. On est ensemble donc pendant une heure, peut-être un peu plus même, pour parler d'actualité, de ce qui se passe en France et par-delà nos frontières, de ce qui gazouille sur les ondes, de ce qui nous transporte, de ce qui s'agite dans la semaine. On va tenter de remettre de l'ordre dans le désordre, un peu de lumière là où ça n'est pas tout à fait clair. Nous sommes le lundi 26 juin et pour certains d'entre vous, ceux qui ont de la chance, eh bien ça sent peut-être les vacances, l'odeur des pins, du sable, du rosé, des palmiers, l'air des montagnes, la sieste dans le foin coupé, l'amour fou peut-être. Au milieu des blés, ça sentira aussi peut-être l'amour à la plage, les coquillages, les palmiers, les cocotiers ou même, allons-y, la très grande randonnée. Bref, il souffle comme un avant-goût de vacances. L'affaire est entendue bien sûr, mais elle n'est pas millénaire. La grande affaire des vacances, elle négocie son virage avec les premiers congés payés, ces 2 petites semaines, c'était en 1936, et à peine le temps d'en profiter, la guerre bien sûr, et puis le temps de reconstruire. C'était le temps de l'après-guerre. Puis le temps a passé, 1950, la route enfin des vacances, la 2 chevaux, 80 km/h sur la nationale 7, de Paris à Menton, en passant par Lyon, Charles Trenet, les pique-niques sur le bas-côté de la route, une ellipse du Turbin vers la Côte d'Azur, des Français qui sautent dans des trains, qui découvrent parfois la mer, c'est le temps des premières fois. Le temps a passé depuis et le touriste, c'est vous, c'est moi, le touriste a pris l'avion, de nouvelles routes, des horizons, toujours plus loin, souvent moins cher. Voilà pour le côté pile. Si on relance la pièce en l'air, il y a aussi un côté face. Il y a le côté face, les embouteillages, le péage, les plages bondées, le camping plein à craquer, des milliers, des millions de Bermudas et de chaussettes dans des endroits qui n'en demandaient probablement pas tant, la prostitution, la construction, les ressources naturelles privatisées et dans le ciel des avions du kérosène. Et la planète qui pleure, dit la chanson, qui sent que sa fin est proche et que ça la rend folle, c'est le temps du tourisme de masse, du tourisme carboné, du tourisme désenchanté. C'est le temps des cartons rouges, mais c'est aussi celui de nouvelles idées, celle d'un tourisme réenchanté, un tourisme plus vert, un tourisme responsable, un tourisme plus respectueux et un tourisme qui pose quand même des questions. Est-ce que l'écologie et le tourisme, c'est vraiment compatible? Est-ce que tout ça, ça n'est pas que du marketing? Est-ce qu'il est encore raisonnable de voyager loin? Voyager durable, oui, mais est-ce que ça ne porte pas des contradictions? Plein de questions donc, on a une heure pour se les poser tous ensemble, notamment avec vous dans le chat. C'est le moment, allez-y, posez vos questions, on va essayer de répondre à tout le monde. Je vois que vous êtes en train d'arriver, salut à tous. Je dis on parce que comme tous les soirs, ces questions, on va les poser à nos invités que je vous présente. Bonsoir Anne-Lise Olivier. Bonsoir. Anne-Lise, vous dirigez l'association Les Acteurs du Tourisme Durable, l'ATD. À vos côtés, Christian Giraud, vous êtes géographe, professeur émérite au CNRS. Bonsoir Christian. Bonsoir. Peut-être qu'on peut commencer par vous. Pardon Anne-Lise, et par votre association, l'ATD, qui défend un tourisme durable. Le tourisme durable, c'est quoi? Et c'est quoi votre association d'ailleurs? Alors ATD, c'est un réseau de professionnels du tourisme. Donc on n'a pas forcément vocation à être connu du grand public, hein. On a à peu près 250 structures, donc des professionnels, hein, des structures qui sont adhérentes à notre réseau. Donc à la fois des hébergements, des offices de tourisme, des consultants en tourisme, des agences de voyage, etc. Et notre vocation, c'est de fédérer tous ces professionnels-là. On en a à peu près 250 dans le réseau. Et via de l'information, de l'échange de bonnes pratiques, etc., d'encourager l'ensemble du secteur à être plus responsable. Qu'est-ce que c'est le tourisme durable? Alors le tourisme durable, il y a une définition un peu scolaire, hein, qui est le fait de rechercher cet équilibre entre l'environnemental, le social, l'économique. En fait, c'est le fait d'appliquer au tourisme en fait les principes du développement durable. Et en fait, ça veut dire quoi? En fait, c'est finalement limiter les impacts négatifs du tourisme, notamment sur l'environnement, et de maximiser ses effets positifs, notamment tous les effets sociaux, les bénéfices sociaux qu'il peut avoir. Et surtout, c'est pas une forme de tourisme à part. C'est bien toute forme de tourisme peut être durable. Donc, c'est vraiment le fait d'appliquer ces principes-là au tourisme. Christian Giraud, vous êtes géographe, c'est une idée neuve, l'écotourisme? Oui, c'est une idée relativement neuve. Je pense que quand même, elle a peut-être une bonne quinzaine d'années, une vingtaine d'années quand même. C'est pas totalement neuf, mais ça s'est affiné. Enfin, le concept s'est certainement affiné avec des différents types d'expériences, je pense, en France et à l'étranger. Je pense qu'effectivement, il y a des exemples qui sont très intéressants. Le tourisme vert, le tourisme à la campagne, les gîtes ruraux peut-être. Enfin, vous avez certainement beaucoup d'autres exemples, Annie. Certainement. Justement, on peut peut-être y aller parce qu'il y a ce terme écotourisme, mais il y en a plein d'autres. Il y a tourisme vert, tourisme équitable, tourisme Oui. durable, tourisme de nature, tourisme solidaire. Ils sont tous synonymes?
Alors non, ils ne sont Pas pas tout tous à fait, synonymes. pas tout Ils ne à sont pas fait. tous synonymes. C'est vrai que c'est peut-être parfois un peu compliqué de s'y retrouver. Je vais pas donner la définition de chacun, mais vous parlez d'écotourisme. L'écotourisme, c'est vraiment le tourisme de nature qui est focalisé sur l'observation de la faune et de la flore. Donc, vraiment dans la nature. Et comme je l'ai dit, le tourisme durable, qui est là le terme peut-être le plus large, il pourrait s'appliquer n'importe où. On peut faire du tourisme durable et responsable en milieu urbain, par exemple. C'est pas incompatible. Donc, sous ce grand chapeau, on va dire, du tourisme durable, il y a ça peut prendre différentes formes à Alors travers allons-y, parce qu'il y en différentes a peut-être qui n'ont pratiques. jamais rencontré ce terme d'écotourisme. Donc voilà, À quoi on pense et l'écotourisme. ça fait référence à quoi Donc concrètement? l'écotourisme, ça peut être par exemple aller faire de la randonnée et observer avec un guide la faune, la flore. Il y a une dimension aussi de sensibilisation, d'interprétation de la nature. Le tourisme équitable, c'est encore une autre dimension. C'est vraiment là, on va être plus axé sur les populations locales et c'est le fait de faire en sorte que le tourisme, que les revenus liés au tourisme soient répartis équitablement entre les différentes parties prenantes et que ça bénéficie vraiment aux populations locales. Voilà, ça va être différentes dimensions selon les différents termes. Christian Géraud, je vous vois suracquiescé. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Effectivement, je crois qu'il faut insister sur les différentes formes, hein, et sur les différents concepts, le tourisme équitable, bon, que les gens puissent profiter effectivement Pourquoi c'est important le tourisme équitable? des Demande au retombées. géographe. Il faut pas. L'idée, c'est que il faut pas que ce soit des grands monopoles qui profitent entièrement du tourisme. Pensons aux chaînes hôtelières, par exemple, ou aux compagnies de transport, par exemple. Il faut aussi que les hôteliers en profitent, les restaurateurs, la population locale, les commerçants, les petits marchés ruraux. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il faut que l'argent un peu se répartisse un peu entre tout le monde. C'est ça Vous l'idée. avez, il me semble, travaillé spécifiquement sur l'Amérique du Sud. Voilà, je suis spécialiste en fait de l'Amérique latine et des Caraïbes. Effectivement, je travaille plutôt sur ces pays-là, bien sûr. Mais je suis professeur de géographie aussi, effectivement. Et je suis citoyen et je fais du tourisme aussi dans mon pays, la France. Donc, on a une certaine expérience du tourisme, effectivement. Du- du- On y réfléchit et on essaye de voir les différentes formes de tourisme. Du point de vue de l'offre, justement, qu'est-ce qu'on a de nouveau Oh, il y a beaucoup de choses, je pense. En France, on est en particulier, parce on est le pays qui a la plus grande expérience, disons, on a 200 ans d'expérience de tourisme. Le tourisme est né à la fin du XVIIIe siècle, pratiquement, et donc on a une expérience formidable. Je veux Il dire. commence, on peut en parler d'ailleurs, il commence au 18e, c'est quoi? Bon, c'est les Anglais qui sont un peu. Ce sont les Le mot est un mot anglais. En fait, c'est tourism, tourism. c'est le grand tour. C'est que les Anglais commençaient à venir en Europe pour s'amuser. D'abord, les jeunes de l'aristocratie anglaise descendaient faire des grandes vacances, et ils descendaient en France parce qu'il fallait traverser évidemment la Manche, et ils passaient par la France et ils descendaient jusqu'en Italie. Enfin, c'était l'idée, en général, c'était l'Italie, la Suisse, éventuellement le sud de l'Allemagne, pour faire leur grande. C'était un peu une expérience aussi. Initiatiques un peu. Oui, initiatique, exactement. Donc les jeunes nobles, c'était les garçons essentiellement. Les filles ne participaient N'existait pas, évidemment. À l'époque, les filles ne voyageaient pas autant. Ceci dit, il y a des exceptions. Mary Shelley, par exemple, était en Suisse avec son mari, donc elle était quand même jeune à l'époque, en Suisse, au début du 19e siècle, et Lord Byron, etc. Donc ça a commencé avec les Anglais, puis après les Français ont bien pris la relève avec les stations thermales, en particulier au 19e siècle. Donc les chemins de fer de vacances, etc. Et donc, on a une très grande expérience en France et en Europe. Le tourisme à cette époque, c'est bien qu'on en parle, parce que le tourisme de cette époque-là, spécifiquement, est très vert, finalement. Depuis, il y a eu l'avion et tout ça. Est-ce que l'écologie et le tourisme, c'est vraiment compatible? On a Jean-Marc Jancovici qui nous préconise 4 voyages maximum dans une vie. Il y a eu le Salon du Bourget avec plein de commandes de gros avions. Comment on fait? Est-ce que c'est antithétique, contradictoire? Vous allez me dire que non. Non, sinon, sinon on ne serait pas là. Il y a cette grande question de l'avion, évidemment, mais voyager, c'est pas forcément en avion. Donc, à partir de là, oui, ça peut être compatible. Il y a plein d'exemples de voyages qui peuvent se faire tout en restant écologiques. Évidemment, il y a une grosse attention qui doit être portée au type de mobilité, au type de transport qu'on utilise pour partir en vacances, puisque le transport, c'est les 3/4 des émissions de gaz à effet de serre d'un voyage. Donc, à partir de là, quand on porte une attention là-dessus et qu'on essaye de voyager décarboné, oui, le voyage peut être compatible avec l'écologie. Alors, il y a le voyage et ensuite les autres postes de carbone, on va dire. Qu'est-ce que c'est? Donc le transport, oui, je vous dis, c'est les 3/4, le transport aller-retour.
le transport après sur place aussi, mais dans une moindre mesure Moindre mesure. forcément. Après, il y a l'impact des hébergements. Donc toutes les émissions qui vont être liées à nos nuitées en termes de consommation d'énergie, consommation d'eau. L'alimentation aussi, finalement, dans notre voyage, on retrouve toutes les composantes de notre vie quotidienne. Hein. Donc, Mais en plus fort, non? c'est-à-dire qu'il faut essayer de s'appliquer les mêmes principes que chez soi. Hein. Le fait d'essayer de manger moins de viande, etc. Il faudrait qu'en vacances, on adopte la même attitude. Et ce qu'on observe, vous allez peut-être le confirmer, c'est que c'est pas forcément évident. Les vacances, le voyage, ça reste un domaine où faire des efforts, c'est un peu plus, il y a un peu plus de crispation parce que c'est les vacances, on a Il y envie a une relâche. de se relâcher, de se détendre, en effet, et c'est un petit peu plus compliqué de maintenir les efforts qu'on fait tout au long de l'année en vacances. Christian Géraud? Oui, ça, c'est des préoccupations. Alors là, je dirais peut-être plus récentes, effectivement, concernant l'empreinte carbone. Effectivement, il y a quelques années, on ne pensait pas trop à ça, c'est vrai. Et puis, les dépenses aussi qui concernent le voyage. Et puis l'aspect moral, comme vous disiez, Annie. Donc, il y a quand même un aspect moral. Bien se tenir en vacances aussi, c'est quand même assez important. Parce qu'avant, l'idée, c'était plutôt se défouler totalement. Alors que maintenant, on dit, on est en vacances, mais on va quand même avoir un comportement relativement moral, quoi. Alors que c'est vrai, il y avait des choses qu'on faisait pas chez soi et qu'on faisait à l'étranger. C'était bien connu, ça. En particulier, par exemple, les Français se comportaient mal en Espagne, en Italie. Ils faisaient des choses qu'ils n'auraient pas fait en France. C'était peut-être les Américains aussi avaient cette tendance aussi à exagérer un peu leur attitude autrefois. Mais maintenant, je crois que de ce côté-là, finalement, le fait qu'il y ait une multiplication des voyages, entraîne aussi l'idée de bien se comporter quand même, de respecter l'autre. Pas... Ou alors, il y a des excès. Alors, les excès, je pense, par exemple, quand il y a des matchs de football, parfois, là, il y a eu des excès. Des excès de boissons, des excès de bagarres, etc. Quand il y a les grands matchs de football, par exemple, la Coupe d'Europe, des choses comme ça, où il y a eu des incidents, en fait, en vérité. Ça fait partie des voyages. Bon, c'est pas des voyages d'agrément ordinaire, mais c'est quand même des voyages où les gens se défoulent terriblement. On a Belém qui nous dit sur le chat, les pires touristes au Vietnam, ce sont les Français. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Ah, voilà. Le Et en Vietnam, quoi ils sont pires? C'est ça le problème aussi. En quoi? Belém, si vous avez si vous avez un début d'argumentaire, je veux bien le Il relayer. y avait autrefois, par exemple, des gens qui, par exemple, faisaient la prostitution, qui Oui, payaient des putes, quoi, tourisme à sexuel. l'extérieur, qu'ils auraient peut-être pas, une chose qu'ils n'auraient pas faite en France. Parce qu'elles étaient moins chères aussi à l'étranger, parfois. Bon, ça dépasse le cadre du tourisme vert, de l'écotourisme. Oui, ça dépasse complètement le cadre. Non, mais ça reste dans le cadre du tourisme durable, qui n'a pas que le volet environnemental, en effet. C'est intéressant, on peut en parler peut-être. Oui, il y a tout ce volet on n'y pense pas forcément. D'acceptabilité du tourisme par les habitants, le fait de respecter les habitants, de se mêler à la vie locale, mais sans arriver comme ça en terrain conquis, et avec tous les problèmes les problèmes que vous avez cités là, mais aussi les problèmes de villes qui sont complètement accaparées par le tourisme, par Airbnb, etc., avec des habitants qui peuvent plus se loger dans les villes. Enfin, le tourisme durable, c'est aussi toutes ces questions-là, au-delà des questions environnementales. Et justement, alors, il y a Belém qui dit ils étaient totalement alcoolisés et sans limite. Bon. Ah voilà. Ça n'engage que vous, Belém. Votre association a publié un livre blanc pour guider, donc je cite, les professionnels du tourisme sur le chemin de la neutralité carbone, il me semble. Qu'est-ce qu'on y trouve comme préconisation ? Oui, alors ce livre blanc, on l'a sorti en 2020, en plein dans la crise Covid. En fait, c'était un livre blanc donc à destination vraiment des pros, hein, pour déjà leur donner des notions un petit peu de base sur toutes les questions liées au changement climatique. Donc les pros, ça va de où à où ? Quel est le spectre de... C'est quoi votre champ ? Tout métier confondu. Donc ça peut être des hébergeurs, des destinations, donc office de tourisme, des régions, les métiers du voyage, les métiers des loisirs, les sites de visite. Voilà, c'est très, très vaste. Donc, comme je vous disais, des informations pour que les professionnels s'approprient vraiment ces questions-là, et après des pistes de solutions pour justement réduire, mesurer déjà, et puis ensuite réduire son impact carbone. Alors, voyager durable, oui, mais est-ce que ça porte pas finalement quand même des contradictions ? Est-ce qu'on peut être vertueux écologiquement sans faire preuve de sobriété et donc réduire notre consommation de voyage ? Est-ce que tout ça, c'est pas du marketing finalement ? Je vous provoque un peu. Hein. En tout cas, la sobriété, vous faites bien de prononcer ce mot-là, c'est, je pense, un peu le mot-clé là.
pour maintenant et les années à venir. On a beaucoup consommé de façon un peu frénétique des voyages, notamment avec les compagnies low cost aussi qui ont permis ça, qui ont permis de consommer des week-ends, un week-end par-ci, un week-end par-là, de façon assez décomplexée. Donc oui, la sobriété, c'est clairement un mot-clé. Et sur les voyages, en tout cas les voyages long courrier, en destination lointaine, en avion, oui, notre position à nous, en tout cas, c'est de dire qu'il va falloir les réduire, que ça redevienne quelque chose d'exceptionnel, ce qui n'est vraiment, enfin, qui ne l'est plus pour une partie de la population. Les voyages en avion, ça concerne quand même finalement très peu de monde. Donc que ça redevienne exceptionnel. Et si on part loin, oui, de partir loin, mais de partir moins souvent et de rester plus longtemps sur place. Christian Oui, je Géraud. suis d'accord. En fait, bon, nous en Europe, on a quand même beaucoup d'options en réalité, parce qu'on a des options à courte distance, par exemple dans notre environ, dans le département, dans la région, dans la province. On peut aller dans les pays limitrophes, on peut aller en Belgique, on peut aller en Suisse, on peut aller. Oh, il y a quand même énormément de destinations, même les pays du Nord qui n'étaient pas tellement visités autrefois, sont des pays qui sont très visités maintenant, comme la Suède, la Norvège. Il y a quand même beaucoup de destinations. On a aussi des modes de transport très variés. On a depuis le chemin de fer, les autoroutes, on a les croisières. On a une panoplie de croisières énorme. On peut aller dans le nord, on peut aller visiter la Méditerranée. Donc il y a les croisières fluviales également, par exemple. C'est très développé, les croisières fluviales sur le Rhin, sur le Danube, sur les fleuves français également. Donc il y a des possibilités qui sont formidables. Donc les grandes distances, les voyages à grande distance, bon, alors ça concerne, on va dire, l'Amérique, ça concerne l'Afrique. Les gens vont déjà beaucoup moins en Afrique. Mais il y a la moyenne distance aussi. Bon, je sais pas ce que il y a les Canaries, par exemple, le Maroc, etc. Là, on est presque obligé d'y aller en avion, en réalité. Et ça, c'est un peu de la moyenne distance, si vous voulez. C'est des vols de 2 heures, 3 heures, 4 heures. Le Sénégal, c'est un peu intermédiaire, parce que c'est déjà 6 heures, je crois, le Sénégal. Voilà. Alors, les Caraïbes, c'est loin. C'est objectivement, il y a plus de 6 000 kilomètres pour la Martinique et la Guadeloupe, sont à plus de 6 000 kilomètres Il ne faut plus aller dans ces Bon, je endroits-là. dis pas qu'il faut pas y aller, et puis Non, les je pose la Martiniquais seraient question. pas contents. En fait, On peut se poser la c'est un question. problème parce que ce sont des départements français. Hein. On peut poser la question, mais c'est des voyages qui sont fatigants déjà. Vous faites une journée de voyage et vous êtes fatigué. Vous faites que ça dans la première journée de votre voyage. Vous allez faire 8 heures de vol, en gros. C'est-à-dire déjà le temps pour aller à l'aéroport, c'est déjà 2 heures et plus, l'attente à l'aéroport. Et puis après, quand vous arrivez, vous avez encore 1 heure pour rejoindre votre hôtel ou 1 heure et demie. Et donc, vous avez la journée est morte, si vous voulez. Et le lendemain, vous avez le contre-coup parce que vous êtes fatigué. Donc, la deuxième journée est déjà un peu compromise aussi. Donc, c'est pas pour critiquer trop, mais je connais bien la question. Et effectivement, ces voyages à grande distance, c'est fait pour des gens qui sont très en forme, d'une part, et qui sont sobres aussi, parce qu'il faut être relativement sobre pour l'alcool, c'est pas très bon pour les longues distances. Et effectivement, la consommation de substances non plus. Donc, ça peut poser des problèmes, concrètement, les longues distances. Ça coûte cher, l'empreinte carbone est lourde, etc. Et après, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Donc, pour le rentabiliser quand on est à grande distance, il faut y passer longtemps. Il faut y passer au moins 2 semaines. Parce qu'un voyage de 5 jours à la Martinique, bah, ça n'a pas de sens. Parce que vous avez le décalage horaire aussi, la fatigue du voyage à l'aller et la fatigue du voyage au retour, et ça n'a pas de sens. Donc, si vous allez à la Martinique, il faut passer au moins 2 semaines. Si vous allez au Mexique, il faut passer 2 semaines à 3 semaines. Autrement, c'est pas rentable. C'est pas rentable pour À tout point de vue. à tout Donc, point de vue, pour votre corps, pour l'argent que vous avez dépensé et pour la planète. et pour la planète, exactement. Pour aussi pour aussi la rencontre avec les habitants. Ah oui, ouais, bien sûr. Parce qu'autrement, vous passez dans les aéroports Ouais, sinon simplement. on ne fait que se croiser Pardon. sans partager avec Alors, les est-ce que locaux. c'est pas et je vous provoque une nouvelle Non, fois, mais vous êtes là pour ça, hein, très juste. pour répondre à mes questions très négatives. Est-ce que c'est pas un vœu pieux, la rencontre avec les populations? C'est ce qui avait été vendu dans le tourisme de masse à un moment, une expérience inédite avec une rencontre avec les populations locales, bon, qui n'a pas toujours lieu tout de même. Comment on peut mieux faire? Voilà, En tout une cas, question positive. oui, en tout cas, ça fait clairement partie des vertus du voyage qu'il faut défendre et qu'il faut chercher Mhm. à maximiser. Et c'est pour ça qu'on continue à défendre le voyage malgré tous ces impacts dont on vient de parler. Et comment on fait là, encore une fois, je crois qu'il faut préparer au maximum son voyage et essayer le plus possible de choisir des hébergeurs, des prestataires de loisirs, etc., qui vont favoriser cette rencontre-là, qui attachent une attention particulière à faire travailler des producteurs locaux, des artisans locaux, qui vont, pourquoi pas, nous faire visiter
à des artisans du coin, etc. Voilà, donc ça, oui, tout ça, ça se prépare en amont. Et en effet, aller dans des, alors sans leur taper dessus, mais dans des clubs où on ne va pas sortir de son C'est hôtel club exactement pendant ce une que nous dit semaine. professeur Wannabe sur le chat, qui fustige les gens qui restent à l'hôtel ou sur la plage privée à l'autre bout du monde. C'est un peu vrai, c'est ce que vous êtes en C'est-à-dire que train de là, dire. oui, là, du coup, la rencontre est Elle existe inexistante. pratiquement Voilà. pas. Et les retombées économiques sur le territoire, là aussi, elles sont plus faibles parce que forcément, quand on se déplace, quand on va le midi manger dans tel restaurant, etc., forcément, là, on va en tant que voyageur permettre que les populations locales aient des vraies retombées. Alors sur le chat, on a Wendigo qui dit qu'elle n'a jamais pris l'avion, ou il, pardon, n'a jamais pris l'avion en 41 ans. Est-ce que j'ai le droit de revendre mes crédits carbone? Je pense pas encore. Et qui nous dit, c'est intéressant, c'est pour le chemin de fer, malheureusement, on enlève de plus en plus de dessertes, car la SNCF ne peut plus conserver des créneaux non rentables depuis 2020, et qui dénonce le fait notamment qu'elle soit passée en société anonyme. Le train, pourtant, c'est peut-être quand même un des points d'avenir, peut-être. Ah oui, c'est le gros sujet. Comme je disais, la mobilité, c'est le gros sujet. Et le train, ça représente une alternative à l'avion, mais aussi à la voiture. Il ne faut pas oublier la voiture quand on parle aussi de transport carboné. Donc oui, il y a un gros enjeu là-dessus. Et je ne sais plus comment s'appelle cette personne, mais elle a tout à fait raison de déplorer ça. Le fait C'est Wendy. C'est Wendy. Wendigo. Qu'on supprime certaines lignes. Il y a différentes problématiques. Il y a aussi le problème du prix. Donc c'est sûr que c'est pas si facile que ça de choisir le train quand on a une famille, qu'on a plein de bagages, etc. Donc il y a plein de freins, mais justement tout le boulot là des professionnels, des autorités, ça va être de lever ces freins-là pour vraiment encourager l'utilisation du train, qui est le transport décarboné par excellence. Et ça rencontre un écho ou pas encore? Oui, là, le voyage en train, on sent vraiment qu'il y a une grosse appétence là, qui se développe. Il y a de plus en plus de sites qui se développent avec des petits calculateurs. Je veux aller de telle ville à telle ville, même au sein de l'Europe. Comment je peux faire avec les différents trajets, combien d'heures ça va me prendre, etc. Vous avez pas mal d'acteurs qui défendent cette idée que voyager en train, ça fait partie du voyage, contrairement à l'avion où on subit un on peu. est dans un aéroport, on atterrit dans un autre, et Oui. puis voilà. Alors que le train, il y a déjà, on regarde par la fenêtre, on est déjà un petit peu en vacances, et ça fait déjà, on retrouve un petit peu ce que vous disiez sur Oui, je suis d'accord. l'essence du voyage au 19e. C'est un petit peu cette idée-là. Oui, au 19e siècle, le voyage était un voyage lent et les gens allaient dans les coches de voyage, et c'était à 20 km à l'heure, ou les trains allaient à 40 ou 50 km à l'heure. Et c'était un voyage lent. Et on pouvait regarder par la fenêtre du train. Je sais qu'en ce moment, avec les trains à grande vitesse, on voit rien du tout. Pourtant, ils affichent, ils écrivent des trucs sur les fenêtres Oui, pour mettre en valeur le panorama. Oui, panorama, oui, oui. On voit quand même qu'il n'y a pas que le... Ouais. Il n'y a pas que le TGV, il y a Il n'y aussi avait pas que le TGV, les mais TER, etc. même les intercités, ils vont quand même à une certaine vitesse et on ne voit pas grand-chose. Et autrefois, c'est vrai, les trains allaient moins vite et à 80 km, on voit des choses qu'on ne voit pas à 150 km à l'heure. Ils vont à 150 km à l'heure, en fait, souvent, les trains. Donc ça, on le perd un peu. Et puis l'avantage aussi dans le train, c'est qu'on peut se déplacer, on peut sortir de sa place et aller au bar, au wagon-bar et au wagon-restaurant et rencontrer éventuellement des gens alors que normalement dans un avion, on peut pas... C'est ce que dit aussi Wendy. Wendy qui parle beaucoup aujourd'hui. Merci Wendy, salut. C'est en train, on rencontre plein de gens, j'ai pu rencontrer des personnes super. Oui. Vous aussi, Christian, c'est ça? Oui. Autrefois, il y avait les coins fumeurs aussi. Là, on rencontrait beaucoup plus de gens dans les coins fumeurs. C'est très mauvais pour la santé. Ça, c'est complètement fini, ça. Mais dans les avions, il y avait des coins fumeurs aussi parfois. On demandait une autorisation pour aller dans le coin fumeur autrefois. Dans les avions. Et on rencontrait des gens. Il y avait un peu de drague aussi, il faut le dire. Et sur le service public, Christian Giraud. Et puis, ce qu'il faut prendre en compte aussi, si je peux ajouter quelque chose là-dessus, c'est le temps de trajet qu'il faut voir de porte à porte. Parce que finalement, quand on va à l'aéroport, alors sur un trajet relativement court, sur un Paris-Nice par exemple, en fait, si on calcule tout le temps pour aller à l'aéroport, le temps d'attente, l'enregistrement des bagages, etc., finalement, le temps de trajet du train n'est pas si perdant. Absolument, que parce ça, que les gares sont plus ou moins en centre-ville. En gros, elles sont en centre-ville ou proches du centre-ville, souvent, la plupart du temps. Mais alors, est-ce qu'on a un réseau qui est, est-ce qu'on a une géographie de ces réseaux-là qui est adaptée à un tourisme durable? Alors, en France,
notre réseau en France, mais comme vous l'avez dit, il y a certaines lignes qui ont été abandonnées. On a restreint un peu le réseau. On avait un réseau qui était un peu plus important autrefois, il y a 30 ans, quoi. Et on avait les trains de nuit qu'on a abandonnés apparemment, et on va essayer de les remettre en place. Quelques trains de nuit. Il y en a beaucoup moins de trains de nuit qu'autrefois. Ils vont être Espérons, oui, relancés. on va Il y relancer. a plusieurs lignes qui vont être relancées, vous en savez peut-être plus que moi, Je reprends Lise. l'exemple de Nice, parce que je l'ai expérimenté moi-même. Il y a le Paris-Nice qui existe. Oui, oui, il y a plusieurs lignes comme ça. Et c'est Il y une avait bonne un chose, hein, Paris-Briançon aussi, je sais, ouais, autrefois. ouais. Mais bon, c'était des trains qui... il y avait un Paris-Toulouse aussi, hein, ou un Paris-Barcelone aussi, de nuit. On faisait, mais... Après, c'est sûr qu'il reste quelques zones oui, où on a besoin de sa voiture, c'est sûr. Et puis, la problématique qu'on rencontre aussi, c'est même s'il y a une gare, souvent, on va être confronté à ce qu'on appelle le problème du dernier kilomètre. C'est-à-dire, on arrive à la gare, mais souvent, il va nous falloir rejoindre après notre hébergement, surtout si on est en milieu plutôt rural. Donc, ça aussi, c'est un autre frein à lever et sur lesquels les professionnels travaillent pour Mais qu'est-ce qu'on peut faire? des systèmes de navettes, que les hébergeurs, eux, s'organisent pour aller chercher leurs clients, informer le plus possible sur les transports en commun. Mais c'est sûr que c'est des choses pas évidentes. Puis ce qui est compliqué aussi, c'est quand, sur une même destination, on est à la frontière entre différentes agglomérations, différents départements, où là, du coup, les réseaux de transport, ça va pas être les mêmes. Donc oui, c'est pas toujours évident. Est-ce qu'il y a des labels, des normes qui encadrent la proposition d'un écotourisme, ou c'est peut-être en construction? Il existe une certification? Tout le monde peut se réclamer de l'écotourisme, du tourisme durable? Alors, il y a beaucoup de labels qui existent, peut-être trop, ça c'est un, un débat, mais il y en a beaucoup qui existent alors par métier, hein. Certains sont que pour les hébergeurs, d'autres pour les destinations, d'autres pour les sites de loisirs, etc. Ils sont malheureusement assez peu connus du grand public. Les études le montrent, hein, qu'en fait, pour le grand public, c'est pas forcément quelque chose qu'ils vont repérer et sur lesquels ils vont attribuer des valeurs spécifiques derrière. Mais l'avantage, malgré tout, de ces labels, c'est que du point de vue des professionnels, ça les force encourage à... à être dans une amélioration continue, de se mettre eux-mêmes des critères. Et oui, être toujours dans cette recherche Qu'est-ce qu'on a comme grand d'amélioration. label? Des Euh, labels donc, que vous estimez Par exemple, cohérents? pour les hébergements, il y a par exemple le label Clé Verte. Donc un label international, donc le label Green Key à l'international et Clé Verte en France. Voilà, donc là par exemple, vous pouvez aller, si vous cherchez un hébergement, aller sur leur site, voir tous les labellisés. Voilà, j'aurais pu citer d'autres exemples. Il y a l'écolabel européen, Green Globe, etc. Avec des critères, par exemple? Très concrètement? Très concrètement, ça va être des critères sur les consommations d'eau, consommation d'électricité, la gestion des déchets, sur la sensibilisation des employés aussi, sur les conditions de travail. Il y a aussi tous ces aspects-là. L'utilisation des produits d'entretien aussi, le fait qu'ils soient les moins nocifs possibles, la préservation de la biodiversité dans tout ce qui est gestion des espaces verts, voilà, c'est tout ce genre de choses. L'écotourisme, ça représente 1% de l'offre, enfin ça représentait, pardon, 1% de l'offre en 2020. C'est pas grand-chose, 1%. Est-ce que l'écotourisme sort tout doucement de sa niche? Est-ce qu'il y a un bond? Est-ce qu'on constate une croissance, un intérêt vif? Par exemple, on a depuis quelques années un attrait assez nouveau pour la randonnée, par exemple. Enfin, vous l'avez constaté probablement autour de vous. Est-ce que c'est quelque chose qui sort de sa niche confidentielle? Je pose la question à tous les deux. Oui, alors déjà, c'est très compliqué à chiffrer. Donc, au défi quiconque de chiffrer vraiment le pourcentage d'offres durables parmi tout le panorama du tourisme en France. Est-ce que ça sort de sa niche? Comme je disais, hein, justement, tout l'objet, c'est que justement, le tourisme durable, c'est pas une niche, tout le monde peut en faire et se l'approprier. Et alors oui, il y a quand même quelque chose qui est passé par là qui s'est appelé la crise Covid et qui a bien sûr changé pas mal de choses, et notamment l'attrait pour les destinations un peu plus nature. Il y a eu ce besoin à un moment de sortir de chez soi, de prendre l'air. Et oui, il y a eu un attrait notamment à la montagne. Le tourisme l'été est en train de prendre davantage d'essor. Et d'ailleurs, ça a pu être un problème aussi parce que certains sites se sont retrouvés un petit peu surfréquentés vraiment à la sortie du confinement, avec des personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude d'aller sur ce genre de site et qui donc n'avaient pas forcément les comportements appropriés. Donc là aussi, les sites doivent faire aussi un travail de sensibilisation pour que des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de faire de la rando, etc., adoptent les bons gestes.
Oui, en fait, je ne sais pas comment on peut séparer vraiment l'écotourisme du tourisme qui n'est pas écologique. Donc, je pense qu'il y a des gens qui peuvent tout simplement aller dans des hôtels courants et pratiquer la randonnée aussi. Mais, ils peuvent aller dans un hôtel 2 étoiles, 3 étoiles, absolument normal, ordinaire, et avoir un comportement en tant que touriste, de faire de la randonnée, par exemple. En montagne, puisqu'il y a quand même des hôtels à la montagne aussi. Il n'y a pas que les chalets ou le logement chez les habitants. Donc il y a des tas d'options en réalité. Concernant les normes, je pense qu'il y a le système en France qui est quand même assez bien connu, c'est le système des étoiles pour les hôtels. Donc ça, c'est normé par le gouvernement ou par l'État en quelque sorte. Parce que je crois que c'est les préfets qui donnent les étoiles, etc. Il y a des révisions, des catégories d'hôtels. Et ça, les gens les connaissent assez bien et savent très bien qu'un hôtel 2 étoiles, c'est un type de confort, un hôtel 3 étoiles, un autre type de confort, un hôtel 4 étoiles, un autre type de confort. Et évidemment, le prix enfin, va avec, hein, de toute façon. Donc, il y a. Et après, la normalisation, ça se fait. Bah, la SNCF a un rôle important, c'est vrai, autrefois, il y avait un coût au kilomètre. Et la SNCF a abandonné ce système-là. Et maintenant, je crois qu'ils vont un peu revenir. Et j'ai entendu dire que, par exemple, cet été, il y aura des voyages qui seront avec des forfaits qui sont intéressants, quoi, pour les jeunes en particulier. Parce que la SNCF, depuis quelques années, avait pratiqué des tarifs assez élevés, en particulier pour les gens qui achetaient leur billet au dernier moment. Si vous achetez votre billet à l'avance, alors 3 mois à l'avance, comme il y a certains qui le font de façon très avisée d'ailleurs, à ce moment-là, on a des tarifs intéressants. Mais si vous achetez au dernier moment, c'est très cher. Pour les jeunes, pour les gens qui n'ont pas vraiment beaucoup de moyens, c'est très cher. Et donc, on a l'idée aussi de revenir. En Allemagne, je crois qu'il y a des forfaits. Ils avaient fait les forfaits pour les jeunes à 99 euros, Oui, je c'était crois. il y a la semaine L'année dernière, ou je il y a crois, ils 2 ont fait. ils l'ont Et refait cette je année? crois qu'ils le refait cette année Oui. à 50 Des euros. billets qui sont tous partis Et tout le en monde, quelques heures? bah oui, ne serait-ce que pour visiter des villes qu'on n'a pas visitées auparavant, aller voir un port, ça va être très intéressant pour les jeunes. Bien sûr, si vous avez la liberté quelques jours pour aller vous promener, bien sûr. L'écotourisme, ça cherche notamment à valoriser des zones naturelles ou des sites culturels menacés. Il y a des exemples notables qu'on peut illustrer, peut-être? Sur des sites qui seraient menacés? Là, j'ai pas franchement Alors, ce d'exemple. seraient les sites qui seraient un peu à l'écart des chemins vraiment qui sont les plus parcourus. Parce que bon, nous, en France, on a le En fait, problème. finalement, je vous coupe, ma question, c'est il y a des endroits qu'on ne connaissait pas vraiment et la tendance, c'est un peu de mettre un coup de projecteur dessus. Après, pour le meilleur et pour le pire, Pour le peut-être, je ne sais meilleur et pour pas. le pire, oui. Parce qu'en France, le problème, on a la concentration sur les espaces du littoraux. Bon, en gros, parce que pendant l'été, les gens avaient la tendance, c'est apparemment moins vrai depuis quelques années, c'était les côtes de la Méditerranée en premier lieu, la Méditerranée, l'Atlantique en deuxième lieu, un peu moins la mer du Nord. Et donc ça, c'est les espaces qui sont vraiment les plus fréquentés. Euh, et après, les espaces qui sont immédiatement derrière. Disons, je pense à la Côte d'Azur, je pense à la région de Marseille en particulier. Ce sont des espaces qui sont super. Le Languedoc, le littoral du Languedoc. Et c'est vrai qu'il y a des espaces qui sont un peu trop fréquentés et d'autres espaces qui sont beaucoup moins fréquentés. Bon, tout le centre de la France, par exemple, parce que moi je connais un peu le centre de la France, je suis originaire du centre de la France, est beaucoup moins fréquenté. Les provinces d'Auvergne, le Cantal, on va dire le Berry, même le Poitou sont beaucoup moins fréquentés que d'autres régions de France. La Bourgogne, par exemple, aussi. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un vrai travail de la part des professionnels justement pour répartir ces flux touristiques le mieux Voilà, possible sur tout l'espace c'est pour pas que ça, ce soit concentré tout le monde au même endroit au même moment. c'est ça. Et certains sites, c'est peut-être de ça que vous parlez quand vous disiez menacés, certains sites, oui, peuvent souffrir certains week-ends du mois de mai, Oui. etc., d'une surfréquentation. Alors on en vient à l'idée de la surfréquentation, voilà, le tourisme de masse qui entraîne la surfréquentation avec les cas extrêmes, donc où il y a eu des crises comme Barcelone, comme Venise et Dubrovnik, comme c'était les cas
cas qui étaient les cas juste avant le Covid. Et je crois qu'il y a de nouveaux cas qui se présentent et on va limiter, je crois, j'ai vu récemment l'île de Bréa, où ils vont limiter le nombre des navettes entre le continent et l'île de Bréa, parce qu'il y a trop de touristes sur l'île de Bréa. Bon, il y a aussi certaines îles, je ne sais pas, à Jersey ou à Guernsey, je ne sais pas, enfin bon, il y a certaines... La C'est Corse peut-être... l'avantage des îles, c'est qu'on peut réguler le nombre On de peut personnes réguler, oui, qui c'est Plus plus facile. facilement que sur C'est sur le... un territoire ouvert. Dans le chat, il y a Cristal qui pose une question intéressante. Enfin, toutes vos questions sont intéressantes, particulièrement celle de Cristal qui est très à propos à ce moment-là de notre émission. Bonsoir, en vous écoutant, j'ai l'impression que l'écotourisme est obligatoirement lié au tourisme en milieu naturel. Et pourquoi cette définition? Est-ce qu'il y a... Donc vous disiez tout à l'heure, Annelise, il me semble qu'il existe un écotourisme urbain. Oui, 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 c'est ce que je disais au tout début, hein. Je ne sais pas si la personne était là au début, mais Elle est l'écotourisme, peut-être arrivée en cours de route. peut-être. C'est que l'écotourisme, c'est une partie de ce grand chapeau qui est le tourisme durable. Et en effet, c'est la définition, c'est le tourisme en milieu naturel, mais on peut bien sûr faire du tourisme durable et responsable autrement et pas que dans les sites naturels. Et oui, on peut faire du tourisme durable en ville, en visitant une grande ville, en s'y rendant en train, en essayant d'aller, comme je disais, dans des quartiers vraiment où vivent les habitants, partager vraiment la vie locale avec eux, essayer de ne pas aller visiter les hotspots, comme on dit, à l'heure où tout le monde y va. Donc oui, on peut adapter ça, transposer en tout cas ces principes-là dans toutes les destinations. Est-ce que l'écotourisme, ça peut contribuer à développer les économies locales ou est-ce que ça les fragilise? Ou peut-être un peu des deux finalement? Alors, notamment quand on voyage loin. Bah, en tout cas, l'objectif, c'est que ce soit bien fait et que ça puisse contribuer au développement de l'économie locale. C'est bien tout l'objectif du tourisme et quand il est bien fait, ça doit pouvoir favoriser ça et faire en sorte que ces populations-là euh, ne soient pas non plus trop dépendantes du tourisme parce que s'il y a le moindre choc, après, ça peut les mettre aussi Hein, par exemple, en, en- pour illustrer, en- pour ceux qui ne connaissent pas le sujet. en difficulté. Non, non, mais c'est juste que quand on a une crise, typiquement comme le Oui, Covid, moi, hein, les économies complètement dépendantes ouais. du tourisme, c'est par exemple Malte, par exemple l'île de Malte. Bon, la Grèce dépend énormément du tourisme, hein. Ça fait partie de la moitié de son économie, pratiquement, la Grèce. Donc, ils ont beaucoup souffert pendant bon, une partie de l'Italie, la Sicile, je pense, la côte en Catalogne, la Costa Brava dépend énormément du tourisme. Bon, C'est-à-dire que l'Espagne. c'est compliqué de dire à ces gens de proposer peut-être une offre plus durable, Alors, peut-être décarbonée, alors même qu'ils en dépendent. oui, ils en dépendent, ils en dépendent. Donc, de toute façon, après, c'est la diversification, comme vous dites. Il y a quand même pour les hôtels, il y a quand même pour les logements, il y a quand même des hébergements, il y a quand même des tas de possibilités. Je veux dire, vous pouvez descendre chez l'habitant, système Airbnb, vous pouvez descendre dans des petites auberges, aller dans des petits hôtels, pas descendre nécessairement dans les hôtels de catégorie. Enfin, c'est la diversité qui est le plus intéressant, moi je crois. Enfin. Oui, en tout cas pour ces destinations-là, de pouvoir communiquer sur le fait si vous venez chez nous, peut-être rester plus longtemps. Enfin, il y a toujours possibilité d'à l'arrivée, en tout cas, être plus responsable sur place pour toutes ces destinations. Voyager responsable, pardon, c'est aussi donc choisir le bon hébergement. Vous avez quelques conseils à donner pour voyager responsable du point de vue de l'hébergement? Alors, il y a cette question des labels, comme on l'évoquait. On peut regarder les labels et s'y fier et faire ça comme choix. On a comme premiers indices. Ça, c'est déjà un bon indice, le label. Ensuite, on a parfois des hébergements qui sont très responsables, qui ne sont pas forcément Oui. labellisés parce qu'ils n'ont pas Oui. entamé la démarche. Donc, c'est pas parce qu'un hébergement n'est pas Moi, j'aime labellisé bien les qu'il offices fait de pas... tourisme. Moi, Et oui, mon réflexe, c'est d'aller à l'office de tourisme de la ville. Et ils ont une liste des hébergements. Donc, en général, ils ont une liste très complète des hébergements et même les hébergements chez les habitants. C'est bien fait en général. Et puis oui, c'est après, ça. il y a les guides verts, par exemple, sont excellents souvent en général. Oui, puis Des tas de en guides, allant le Rotard. sur le site des différents hébergements, c'est plutôt des bons indices si ils mettent en avant le fait qu'ils favorisent les producteurs locaux, qui vont vous guider vers Oui. le petit guide du coin qui va vous faire une visite. Enfin,
voilà, on peut Et pressentir tous quand même les guides, certaines choses. courants, que ce soit le guide bleu, le guide vert, le routard, le petit futé, ils se sont mis au tourisme durable, hein. Ils ont changé leur formule, ils ont rajouté des adresses, hein, dans leur, et ils les mettent à jour constamment, hein. Ils sont sur internet également, hein, de toute façon. Donc c'est très bien fait en général, c'est très professionnel ces guides. En France, on a une quantité de guides, c'est incroyable. Sur le chat, on a Jules Delamer qui pose franchement la question, c'est est-ce que le tourisme, ça peut être écologique? Par nature, je n'en suis pas convaincu, dit-il. Est-ce que le tourisme, ça peut être écologique? Mais oui, tout dépend Bien de ce qu'on sûr, fait. Si vous partez avec vos vélos, vous embarquez dans le train et vous faites un tour exactement. d'une semaine en itinérance à vélo, votre impact, il est minime. En termes d'émissions carbone, en tout cas, il est minime. Et est-ce que, enfin, bon, on n'en a pas encore parlé, mais il y a tout de même quelques inconvénients, mais c'est plus le voyage d'une manière générale. Mais du point de vue du tourisme vert, notamment, on a des endroits où il y a des afflux massifs de touristes dans des espaces naturels qui épuisent parfois les écosystèmes, notamment avec des milliers de touristes, probablement plein de bonne volonté, qui débarquent. Et qu'est-ce qu'on a comme réponse face à ça? Est-ce qu'il faut limiter, réguler le nombre de touristes? Il y a des exemples comme ça, notamment comme pour les Calanques de Marseille, avec un Oui. nombre limité de touristes. Est-ce qu'il faut aller vers ça, c'est-à-dire redessiner une carte avec des contraintes, avec où il faudrait compter? Est-ce que c'est Dans les Calanques, oui, ils ont été obligés de le faire. Parce qu'en fait, il y avait quand même une dégradation. Les gens marchaient un peu n'importe où, ils détruisaient, des plantes, ils salissaient le littoral, voilà, les calanques sont quand même très étroites. Donc, je veux dire, si des milliers de gens vont dans les calanques, en laissant des déchets et cetera, c'est pas possible. Donc, là, de ce côté-là, c'est normal, hein, et mettre des amendes, c'est tout à fait normal, à mon avis. Enfin, vraiment, il faut que les gens, aient la conscience et respecter. À partir du moment, il y a des choses qu'on peut pas faire, de manière. qu'est-ce qu'on peut faire pour neutraliser les effets voyager, ça suppose de consommer du carbone la plupart du temps, quand même. Euh, Comment on peut inciter les gens à voyager plus durable? Je crois qu'il y a un gros travail à faire sur les imaginaires du voyage, de revaloriser justement ce voyage de proximité, ce voyage lent, ce voyage, oui, pas forcément lointain. C'est intéressant de voir que, je pense que, bah, tous, hein, dans nos imaginaires, quand on dit le mot, voyage, ou vous demandez ça à un enfant de 5 ans ou même probablement à nous, on va dessiner un palmier, un avion, Oui, et une valise avec plein de tampons de passeport dessus. oui, je suis d'accord avec cette idée Et d'imaginaire, j'aime ça, alors bien. ça, c'est un travail vraiment de long terme, Oui, hein. Mais c'est profondément ancré, oui. dans nos esprits que le voyage, c'est ça. C'est du dépaysement très lointain. Alors l'imaginaire, je suis tout à fait d'accord, Annie, avec ce que vous dites. L'imaginaire, c'est par Allez-y. exemple les lectures, parce que vous avez des écrivains qui ont décrit des provinces, des régions, etc. Pierre Loti, par exemple, avec le Pays Basque, par exemple. Et donc ça donne envie d'aller voir, hein, ce qui se passe. Ou je sais pas, Châteaubriand et la Bretagne, éventuellement. Enfin bon, j'ai pas tous les exemples en tête. Et même les chansons, etc. Ça, c'est l'imaginaire. Mais moi, de mon côté, puisque je suis professeur de géographie, je dirais aussi les cartes, la géographie de la France, puisqu'on a étudié la géographie à l'école primaire, à l'école secondaire, Ça fait rêver les au cartes, bien secondaire, sûr. etc. Et c'est le moment de mettre en pratique tout ce que vous avez appris sur la Bretagne, sur la Normandie, sur l'Alsace, etc. De regarder les cartes. On a des cartes extrêmement bien faites en France. On a la carte Michelin, mais aussi la carte de l'Institut géographique national. C'est des cartes formidables qui ont été faites, et qui sont parfaites, qui sont très bien mises à jour. Et donc, elles donnent envie, d'une certaine manière, d'aller voir ces villages, etc., ces hameaux qu'on a en France et les, toutes les villes formidables qu'on a en France. Oui, puis sans faire de chauvinisme, Oui, on n'est pas c'est vrai qu'on chauvin. a quand même la chance d'avoir un pays où, en fait, sans aller loin, on a une diversité de paysages, de patrimoine qui est quand même assez exceptionnelle. Et il me semble que c'est Groupe Pierre et Vacances en ce moment qui fait une campagne de communication là-dessus, en mettant en scène des familles ou des couples australiens, américains ou d'Asie qui économisent depuis des mois pour faire leur voyage en France, qui le préparent depuis des années, Ouais. etc. Et c'est vrai que nous, finalement, on a tout ça à portée de main et c'est une chance aussi. Et c'est vrai que sans aller très loin, on peut avoir accès à des pépites insoupçonnées parfois.
Alors ça réagit pas mal dans le chat, donc je fais une pause de chat. Il y a Wendy qui dit: «On parlait du Berry, je suis sûr que dans 50 ans, on aura la mer au Berry». Et Jules Delamer, lui, qui dit: «Le seul tourisme écologiste possible, ce serait du tourisme autosuffisant en vélo et en train, et on en est loin». Wendy qui nous dit: «Techniquement, si nous sommes le pays le plus visité du monde, c'est qu'il doit quand même y avoir 2-3 trucs à voir». Très Certainement. certainement. Et on a Belém qui dit, bon, qui parlait un peu des voyages de Bobo, en fait, tout à l'heure. Bon, je ne sais pas ce que vous entendez par Bobo. On est tous un peu Bobo. Nous sommes tous le Bobo de quelqu'un, je crois. Est-ce que cette nouvelle tendance, ça va pas redessiner des cartes, en fait? Euh, Parle peut-être au géographe, Ça Christian. ça se fait tout doucement parce qu'il y a des destinations à la mode, hein, bien sûr, mais la mode, elle se renouvelle. Bon, Saint-Trope, par exemple, a été à la mode, est encore à la mode de toute façon. Cannes est encore à la mode, Nice est toujours à la mode depuis 2 siècles. Je veux dire, il y a certainement des destinations très à la mode et alors là, il y a un risque de surtourisme, c'est toujours la même chose. Saint-Malo, ce qui paraît que, enfin bon, quand il y a le festival, il y a un festival à Saint-Malo, on est au printemps, je crois, mais c'est incroyable parce que la ville est relativement étroite. La vieille ville de Saint-Malo, et bon, ben là, elle déborde à un moment donné. Mais il y a, on peut renouveler les destinations en fait. C'est ça l'avantage, je pense, du tout. Le tourisme, je le vois comme quelque chose qui peut toujours se renouveler. Alors, il y a des choses qui sont un peu, qui deviennent un peu lassantes. Et finalement, par exemple, on a dit que les Baléares, à un moment donné, ça faisait un peu ridicule de dire qu'on allait aux Baléares, par exemple. Mais Majorque ou Minorque, ben, finalement, ça s'est renouvelé. Et apparemment, les gens sont très contents quand ils vont à Minorque ou à Majorque ou à Ibiza, d'ailleurs. Mais c'est pas vieux jeu d'aller aux Baléares, par exemple. Même si c'est une destination qui est pas chère. Ça fait partie des destinations pas chères, les Baléares. Euh, et des forfaits, très bon marché. Et pour répondre à la question, est-ce que ça va pas redessiner les cartes? Et pour rebondir à ce que disait quelqu'un dans le chat, ce qui va redessiner les cartes aussi, c'est le changement climatique. Il y a des destinations, notamment de montagne, qui se posent des grosses questions, et à juste titre, sur la poursuite des sports d'hiver, tout simplement, avec Alors, la baisse de Pour l'enneigement. les sports d'hiver. j'aurais pu vous poser la question, est-ce que les sports d'hiver, c'est durable? Est-ce que c'est soutenable? Alors, en tout cas, ça a des gros impacts environnementaux, ça c'est sûr. Oui. Le plus gros, finalement, c'est l'impact du transport pour venir jusqu'aux stations. Mhm. Après, il y a évidemment tout l'impact des canons à neige, etc. Donc ça, c'est l'impact qu'ont les stations, enfin ce tourisme-là, en tout cas, sur le changement climatique, mais surtout, il y a l'impact inverse, donc du changement climatique sur ces destinations-là. Où là, le tourisme montagne est en train de se questionner et de penser sa transition et son adaptation. Parce que d'ici 10, 20, 30 ans, les cartes vont bouger. Donc il y a les stations de montagne, mais il y a le littoral, comme le disait la personne dans le chat, ouais, où il y a le trait de côte qui recule. Et par exemple, dans l'Hérault, il y a des campings qui sont obligés de reculer un petit peu plus loin dans les terres. Évidemment, il y a les canicules, et malheureusement, c'est quelque chose, on les a vus là, ces derniers étés, et malheureusement, probablement cet été, on va en voir encore. Donc tout ça va aussi redessiner les cartes du tourisme, et certaines destinations vont, alors sans cynisme, peut-être en bénéficier des destinations plus fraîches aussi, la Bretagne, la Normandie, la montagne l'été justement. Donc ça aussi, ça contribue à changer le visage du tourisme. Quand on pense écotourisme, on pense, enfin ceux qui connaissent pas bien le sujet, comme quand on prépare une émission, dont on n'a pas encore rencontré le terme, on pense au Costa Rica. Est-ce qu'on peut parler un peu de cet exemple? Ça vient en tête assez rapidement. Est-ce qu'il faut s'en inspirer? Euh, alors c'est clairement, oui, l'exemple qu'on donne toujours. Oui, Alors là, le terme d'écotourisme est utilisé à bon escient, vraiment pour tout ce qui est l'observation vous pouvez peut-être de la expliquer faune, de alors la donc, qu'est-ce flore. que propose le Costa Rica? Alors ça coûte assez cher quand même d'aller au Costa Rica. Oui, oui, oui. Donc le Costa Rica Bah, qui a essayé de limiter un peu par le prix en réalité. Oui, oui, et puis qui accorde une grande importance à la préservation de ces zones naturelles. Et voilà, Oui, après, au Costa Rica, il y a les volcans déjà, les parcs nationaux, et des volcans, et puis des zones protégées, effectivement. C'est un pays qui est relativement étroit, hein, petit, le Costa Rica.
Donc il a une côte sur la Caraïbe et il a une côte sur le Pacifique. Et il a des stations touristiques, surtout dans le nord, à Guanacaste. C'est sur des plages qui sont assez jolies. Et oui, il a des qualités, enfin bon, et puis c'est assez protégé. Euh, je sais pas, c'est un pays qui peut pas recevoir non plus des millions et des millions de touristes. On ne peut pas penser que ils atteindront un niveau et après il faudra qu'ils contrôlent bien les choses. Mais limite, hein, je pense justement. Oui, il y aura des limites. Ne serait-ce que les routes sont pas très bonnes au Costa Rica, par exemple. Le réseau routier n'est pas très bon. On a d'autres exemples que le Costa Rica? Bah, le Mexique, disons, le Mexique, c'est quand même un grand pays. Alors là, qui est très grand, par contre, il est 4 fois grand comme la France. Et là, il y a des possibilités, par exemple au Chiapas, au Oaxaca, sur la côte Caraïbe également. Et là, il y a quand même de grosses discussions, hein. Il y a quand même de grosses discussions parce qu'il y a eu une certaine bétonisation à partir de Cancun. La frange côtière, Alors, une la, certaine, vous êtes dans l'euphémisme, hein, c'est-à-dire qu'ils ouais, ont ouais, vraiment ouais, ouais. bétonné. T'es un peu dans l'euphémisme, etc. Il y a une autoroute qui descend sur le Belize. Et là, à partir de là, je veux dire, les hôtels ont eu tendance, franchement, à s'approprier les terres et à mettre de côté un peu les populations locales, hein, c'est-à-dire bon, qui étaient les Mayas, qui étaient là. Et donc, la relation entre les grandes chaînes hôtelières et les propriétaires mayas n'était pas toujours évidente, hein, à ce moment-là. Comment on peut mieux faire participer les populations locales et qu'elles en retirent un meilleur bénéfice, C'est ça le justement problème. loin? C'est un gros Je problème. parle des voyages donc plus lointains qu'en France. Comment on pourrait organiser, rééquilibrer les échanges? Plutôt une question pour vous, Annelise. Je ne sais pas si c'est une question pour moi, parce que justement, moi, je pourrais plus parler de la France, ou en tout cas, je vous laisserai peut-être parler d'autres Oui, destinations, mais en tout cas, en France, il y a quand Mais, même mais de on peut plus en parler de la plus France aussi. d'offices de tourisme, oui, en France, de c'est bien villes contrôlé. qui intègrent vraiment les habitants dans leur stratégie touristique, dans la gouvernance, qui organisent des concertations avec des habitants, justement, pour qu'ils puissent aussi donner leur avis, qui font des offres spécifiques pour les habitants. Enfin, voilà, c'est quand même une grande considération, là, en ce moment, de la part des destinations. Si je veux voyager vert et responsable demain en France, je vais plutôt où? Par exemple, si on devait aller 3 destinations auxquelles je n'aurais pas forcément pensé. Bah, sans forcément de parler de destination, aller là où c'est accessible à portée de train, où vous pourrez ensuite sur place faire pas mal de choses sans forcément être dans votre voiture tout le temps, et vous pourrez, oui, si possible, ne pas être trop là où tout le monde est en même temps que vous. Est-ce qu'il y aurait une question que je ne vous aurais pas posée à l'une ou à l'autre? Est-ce que c'est le mot de la fin, chers amis? Parce que je vois que l'heure tourne. Ah oui, c'est vrai, l'heure tourne, hein. Annelise, non? Non, vous Christian? n'avez pas dit les destinations qui étaient les destinations. Allez-y. Moi, j'ai pensé aux Vosges, je sais pas, mais Vous invitez les gens du chat à aller visiter les Vosges. oh, bien sûr. Ce sera Moi, je suis monté au Ballon d'Alsace, c'est au printemps, c'était l'hiver dernier, c'est très bien. Merci à tous les deux donc. Merci Christian, merci Annelise, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Merci évidemment à vous dans le chat, merci pour vos questions. Merci comme tous les soirs pour votre bienveillance, pour votre bonne humeur. Merci à Balthazar à la programmation, à Sébastien à la rédaction en chef. Merci à Cyril à la régie. Pour ceux qui veulent revoir l'émission, elle est disponible en replay dans une minute sur Twitch. Pour ceux qui veulent la réécouter avec les oreilles, donc, vous la retrouverez dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. Vous la retrouverez aussi sur YouTube et sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est francetvinfo.fr. Demain, on va parler des hackers qui s'attaquent aux hôpitaux, des données qu'on nous vole et qu'on retrouve sur le darknet. On va parler de deep web, on va parler de sécurité des données, de cyberattaques. Ce sera au même endroit et à la même heure, 18h, 19h sur Twitch. Pas vraiment de bonne heure, bien sûr, mais évidemment de bonne humeur. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Salut à toutes et tous et à demain.